Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. Je suis le professeur Alioune Badara Diop, professeur agrégé de sciences politiques. Je suis chargé de vous donner ce cours d'introduction à la philosophie politique. Le cours que vous avez à votre disposition a consacré dans l'introduction le développement important sur la définition de la philosophie politique. Quel est l'objet de la philosophie politique? Ensuite, le cours est divisé en deux parties. Vous avez une première partie qui est consacrée à l'étude de quelques bases théoriques de la philosophie politique. Comme vous le savez, la philosophie est une discipline spéculative, contrairement au droit, qui est une discipline prescriptive et normative, contrairement aussi à la science politique, qui est une discipline analytique objective. Donc, la philosophie s'autorise, en quelque sorte, une posture spéculative. Donc, c'est des réflexions parfois abstraites qui ont vocation à prendre en charge la complexité des questions sociales qui traversent bien entendu l'État et la société. Donc dans la première partie, vous allez voir que j'ai proposé un premier chapitre consacré au libéralisme politique. Pourquoi privilégier le libéralisme politique? Parce que, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans un contexte géopolitique de basculement où les idéologies se sont estompées à la fin des années 90. Aujourd'hui, le triomphalisme du libéralisme politique ne fait plus de doute. Alors, par conséquent, quand vous entrez dans les grandes facultés de sciences politiques, de philosophie politique aux États-Unis, en France, au Canada, il est tout à fait naturel que les professeurs sentent la nécessité de recentrer l'analyse autour de la problématique du libéralisme politique. Ensuite, dans un chapitre 2, nous allons étudier ce qu'on appelle la République, la démocratie et les droits politiques. Donc, ce chapitre 2 est consacré à trois notions fortes de la science politique, de la philosophie politique. La République, qu'est-ce que la République? La démocratie est un terme plus ou moins galvaudé aujourd'hui, mais initialement, qu'est-ce que les auteurs avaient mis dans la notion de démocratie? Alors, est-ce que c'est une notion substantielle, une notion formelle, abstraite, comme ça, que les juristes ont inventée, juste pour se donner bonne conscience dans la régulation des rapports de force? Ensuite, une troisième notion forte, c'est les droits politiques. Qu'est-ce que c'est que les droits politiques? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut définir les droits politiques? Par exemple, est-ce qu'il est possible de poser l'hypothèse que les droits naturels puissent être transposés automatiquement en droits fondamentaux? Vous savez très bien que ce qu'on appelle les droits fondamentaux, les libertés publiques, ne peuvent l'être qu'à condition que le politique prenne en charge la nécessité de les intégrer dans le corpus constitutionnel pour que ces droits et ces libertés puissent acquérir le statut de droits fondamentaux et de libertés politiques. Donc nous allons voir cela dans le chapitre 2. Ensuite, la deuxième partie du cours essaie quand même de rompre avec la description, les abstractions qui ont été l'objet de la première partie. Donc, dans la deuxième partie, il s'agit de voir aujourd'hui, en 2015, quand on voit les grandes démocraties, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, etc., les populations sont confrontées à des questions récentes qui sont surgies des contextes de la conjoncture politique économique récente. Et donc, l'une des attitudes naturelles des citoyens, c'est de questionner les textes de base qui ont jusqu'ici contribué à asseoir les armistices fondateurs, c'est-à-dire les éléments qui structurent les conditions de cohabitation, de pacification, de structuration de l'ordre social. Donc, je vous ai proposé ici des questions complexes et des enjeux cruciaux. Comment est-ce qu'on peut les mettre en perspective par rapport à la philosophie politique? Et là aussi, c'est deux chapitres très courts. Un premier chapitre qui est consacré à l'individu, à la raison d'État et à la liberté. Qu'est-ce que l'individu en démocratie? Qu'est-ce qu'on appelle la raison d'État? Est-ce que la raison d'État aujourd'hui a encore raison d'être? Et qu'est-ce qu'on appelle la liberté en démocratie? Compte tenu du fait que nous avons opté pour le libéralisme politique, qu'est-ce qu'on appelle la liberté? Voilà. De quel type de liberté peut se prévaloir le citoyen dans l'espace démocratique? Quelles sont les limites qu'on peut légitimement apporter à l'expression de ces libertés? Un dernier chapitre est consacré à la problématique de la justice, au pouvoir et à la démocratie délibérative. Donc là, j'ai suggéré quelques auteurs clés, des auteurs emblématiques de la philosophie politique, notamment John Rawls, que vous connaissez sûrement, parce que c'est un des philosophes politiques majeurs du XXe siècle, qui a écrit un ouvrage qui a beaucoup de succès et d'autorité, c'est Theory of Justice, la théorie de la justice en anglais. Et Michel Foucault est l'un des penseurs, les philosophes français sans doute les plus prolixes, les plus prolifiques, qui ont contribué à renouveler la réflexion de la philosophie politique. Et ensuite, un grand auteur allemand qui appartient à l'école de Francfort, qui s'appelle Jürgen Habermas, qui a théorisé ce qu'on appelle la démocratie délibérative, après avoir revisité la construction de l'espace public en Europe.
Donc, en termes d'exercice, la première partie, dans la première partie, on vous propose des exercices qui sont très théoriques. Il s'agit de répondre à des questions précises et vous avez les réponses à toutes ces questions dans le cours. Donc, si vous lisez attentivement le cours, vous êtes sûr de trouver la réponse dans le cours. Et dans la deuxième partie, j'ai choisi de vous proposer des encadrés. Vous allez trouver des encadrés de textes classiques, donc de très grands auteurs classiques de philosophie politique. Il y en a 5, donc je vous ai proposé, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, par exemple, la raison d'État? Qu'est-ce qu'on appelle l'État? Quelles sont les limites de l'expression du champ étatique? Donc voilà, chers étudiants, je voudrais commencer donc par vous définir quel est l'objet de la philosophie politique. Alors, la philosophie politique a pour objet de répondre à une question très précise, une question simple. Pourquoi devons-nous obéir à l'État? C'est cela la question fondamentale que la philosophie politique a vocation à trancher. Pourquoi vous et moi, pourquoi les citoyens doivent-ils obéir à l'État? Alors, je voudrais ici, pour essayer de répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'on appelle l'État, il faut comprendre ce qu'on appelle le politique. Le politique, c'est un ensemble de régulations qui assurent, qui garantissent l'unité et la stabilité, l'unité et la pérennité d'un espace social conflictuel et hétérogène. Comme vous le savez, toutes les sociétés humaines sont traversées naturellement par le conflit. Le conflit est inhérent à toutes les sociétés humaines. Par conséquent, lorsqu'il y a des individus, des groupes sociaux qui ont des intérêts divergents, qui ont des aspirations divergentes, qui ont des convictions philosophiques divergentes et des appartenances religieuses contraires, il y a de temps en temps des étincelles, donc des confrontations, des heurts, qu'il faut absolument chercher à régler. Parce que sinon, c'est l'espace social, c'est l'ordre social qui est menacé d'implosion et de fragmentation. Donc, ce qu'on appelle le politique, ce sont ces dispositions-là, ces régulations qu'on invente, qui vont nous aider à assurer, à garantir l'unité et la pérennité de cet espace social hétérogène et conflictuel. C'est cela qu'on appelle le politique. Donc, l'hétérogénéité et la conflictualité sont aussi au cœur de l'interrogation en philosophie politique. Pourquoi sommes-nous hétérogènes? Pourquoi la conflictualité est-elle une partie inhérente à toute société humaine? Ensuite, les hommes ont créé ce qu'on appelle l'État pour essayer de sortir de l'État, ce qu'on appelle l'état de nature, c'est-à-dire une période de l'histoire, une période fictive, qui a été prise en charge par des grands philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, comme Thomas Hobbes, comme John Locke et Emmanuel Kant. Ces auteurs se sont interrogés sur le fait de savoir, lorsqu'il n'y avait ni État, ni droit, ni politique, ni justice, et que les hommes vivaient librement, se faisaient justice eux-mêmes, que les conflits interindividuels étaient réglés par la force, qu'est-ce qui se passait? Il se passait effectivement que le chaos menaçait en permanence. Donc, l'hypothèque de la violence était quelque chose qu'il fallait absolument chercher à extirper. Et donc, la raison pour laquelle l'État a été créé, l'État a été fondé, c'est pour juguler le risque du chaos. Et c'est quoi l'État? Alors, l'État est une notion centrale qui traverse le droit, la science politique, la philosophie. C'est un des objets canoniques du droit constitutionnel. Je vous propose, dans vos cours de droit constitutionnel, on vous a décrit l'État comme étant une organisation qui est caractérisée par l'existence d'un territoire, un gouvernement central, une population qui obéissait à ce gouvernement central. Donc cette définition des critères juridiques de l'État a été proposée par les grands auteurs, les grands publicistes allemands et français au début du XXe siècle. Mais moi, je retiendrai surtout la définition, puisqu'on est en sciences politiques, la définition de Max Weber. Max Weber est l'un des plus grands sociologues du XXe siècle, il nous propose la définition suivante de l'État. L'État, dit Max Weber, est une entreprise politique de caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès dans l'application des règlements ce qu'on appelle le monopole de la violence physique légitime. Donc, pour avoir une autorité qui surplombe les intérêts divergents de la société civile et des groupes, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une puissance surplombante, l'État, ce qu'on appelle en droit la puissance publique, c'est-à-dire un pouvoir d'injonction et de coercition. C'est ce pouvoir d'injonction et de coercition qu'on appelle l'État, et ce pouvoir de coercition et d'injonction a vocation à structurer le politique. Donc les conditions de cohabitation des différents citoyens dans l'espace politique sont garanties, définies par l'État. Donc c'est cela, donc l'objet de la philosophie politique, c'est de répondre à la question pourquoi devons-nous obéir à l'État. Je vous ai donné la définition de l'État. L'État, c'est un groupement politique de caractère institutionnel qui garantit l'unité et la stabilité de l'espace dans lequel nous vivons. Et pour cela, dans l'application des règlements, l'État revendique le monopole de la contrainte physique légitime, le monopole de la violence.
Mais la violence, dans cette définition de Max Weber, elle n'est mobilisée que comme ultima ratio, comme dernier recours. Ça veut dire que le préfet, le ministre de l'Intérieur, certes, ont des attributions, des compétences définies, des prérogatives, mais ils ne peuvent pas mobiliser la violence de façon subjective, arbitraire, sur la base, par exemple, de considérations strictement politiques. Il faudrait que quand ils demandent aux policiers d'aller réprimer une manifestation de syndicalistes ou d'étudiants, qu'ils puissent appuyer leur décision sur une motivation stricte. C'est-à-dire que la décision doit reposer sur la loi, ce qu'on appelle l'état de droit. Donc, là, pourquoi devons-nous obéir à l'État? C'est la question centrale de la philosophie politique. Donc, dans une première partie, donc, je vous ai mis en introduction, en exergue, les citations de 3 grands auteurs importants. C'est d'abord Thomas Hobbes, dans un livre classique qu'on appelle Léviathan. Hobbes dit, par cela, il est manifeste que pendant ce temps où les humains vivent sans qu'une puissance commune ne leur impose à tous un respect mêlé d'effroi, leur condition est ce qu'on appelle la guerre. Et celle-ci est telle qu'elle est une guerre de chacun contre chacun. Donc pour Thomas Hobbes, dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, parce que les uns se livrent la guerre naturellement, parce qu'il n'y a pas de structuration d'un espace encadré par le droit. Ensuite, je vous ai donné à réfléchir en proposant la citation suivante de Jean-Jacques Rousseau. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Cette citation de Rousseau met en évidence un paradoxe. L'homme est un être né libre et pourtant il est dans les fers. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a estimé nécessaire d'accepter, d'aliéner sa liberté au profit justement de l'instance qu'on appelle l'État dans le cadre du contrat social. La troisième citation, un peu plus longue, c'est celle qui est proposée par John Locke. Alors, John Locke nous dit ceci: pour bien comprendre ce qu'est le pouvoir politique et pour le faire remonter à son origine, nous devons considérer dans quel état tous les hommes se trouvent à l'état de nature. C'est-à-dire un état où ils ont la parfaite liberté d'ordonner leurs actions, donc dans le cadre de leur possession et de leur personne, comme ils l'estiment convenable de le faire. Alors, juste pour aller vite, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau sont des penseurs qui ont inspiré les régimes totalitaires. Parce que c'est des philosophes qui pensent qu'on peut parfaitement envisager de déléguer à la puissance qu'on appelle l'État, au pouvoir central, l'ensemble des pouvoirs, l'ensemble des prérogatives. En contrepartie, l'État doit garantir la sécurité des personnes et des biens. Alors que John Locke, qui est un philosophe britannique, pense que l'homme est l'être le plus parfait que Dieu ait créé et qu'il se rabaisserait à l'état d'animalité en acceptant de renoncer à sa liberté. Par exemple, la liberté d'entreprendre, la liberté de propriété sont des libertés sacrées et consacrées par les différentes lois, les différents droits positifs des pays qu'on appelle anglo-saxons. Donc les pays anglo-saxons, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, sont des pays qui sont caractérisés par l'existence d'une société civile très forte. Et cette société civile, ce qui la caractérise, c'est le refus de concéder à l'État tous les pouvoirs. L'État, aux États-Unis d'Amérique, l'État a des pouvoirs très limités. Ce sont les citoyens, dans le cadre de la société civile, qui se donnent les moyens d'entreprendre, de s'épanouir dans le cadre des activités économiques, etc. Alors que dans des pays caractérisés par le jacobinisme centralisateur comme la France, le droit est un droit prétorien qui donne à l'État beaucoup trop de prérogatives, au risque d'écraser parfois les individus et la société civile. Donc, je tenais à vous faire percevoir ce contraste entre les philosophes comme Jean-Jacques Rousseau et Thomas Hobbes qui ont inspiré ce qu'on appellera plus tard les régimes totalitaires, et d'un autre côté, John Locke qui lui a inspiré les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et les pays dans lesquels la société civile est très forte et l'État joue un rôle limité, donc ce qu'on appelle l'État gendarme ou un État veilleur de nuit. Alors que dans les autres pays comme l'ex-URSS, l'État est tout puissant et parce qu'il fonctionne dans un cadre caractérisé par un régime communiste.